certes, la dette publique ne se rembourse pas en tant que telle, mais enfin, vous avez quand même une idée, au bout d'un moment, vous êtes quand même censé diminuer votre endettement public. On voit qu'on en est très très loin, que c'est quasiment impossible. On voit que les politiques ne le veulent pas, pour des raisons qu'on pourra développer, et on en est au stade où, personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit même possible, en fait. Quand on vous dit « Oh, votre assurance vie en fonds euros, elle est garantie », elle est garantie, il n'y a pas d'argent pour le garantir. Et faites attention, c'est la dette publique. Donc si vous rentrez dans des phases de défaut, évidemment, vous risquez de voir une partie de votre assurance vie vaporiser. Quand je dis il va y avoir, j'ai assez peu de doute là-dedans, une crise gigantesque qui va faire passer 1929 pour une vraie rigolade. Après 1929, bon, ça secoue un peu, mais en fait, il arrive un moment où vous reconstruisez des choses qui sont beaucoup plus porteurs, je répète, de sens et d'avenir. Les choses sont cycliques. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, notre newsletter financière. Et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Berruyer, éditorialiste économique et fondateur du média Elucide, un média 100% indépendant. Donc merci d'être avec nous, Olivier. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors, depuis notre dernier entretien en janvier 2024, la situation économique et politique française s'est quand même gravement détériorée. On a atteint donc les 3 345 milliards d'euros de dette et un déficit public de 170 milliards en 2024. Donc notre pays semble avoir vraiment perdu la maîtrise de ses comptes aujourd'hui. Alors Olivier Berruyer, la France peut-elle encore s'en sortir à travers ses remèdes habituels, donc l'argent magique, ou sommes-nous à la veille d'un tournant majeur qui annoncerait une véritable remise à zéro du système ? Pour commencer, j'ai envie de dire, je ne vois pas trop où on s'en est sorti depuis la dernière fois avec vos médicaments magiques. On prolonge, on va dire, la maladie, mais en tout cas, on ne la guérit pas. Pouvoir créer de l'argent magique avec la Banque centrale, c'est ce qui a été fait avant 2020, avec pour conséquence encore une explosion de la bulle immobilière, avec évidemment tous les dégâts que ça a causé après. Et encore, on est très loin d'avoir vu les conséquences finales de tout ça. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas pour moi, on voit qu'on ne sort pas de la crise de 2008, en fait, alors qui date maintenant, mais si vous regardez sur tous les problèmes qu'on a eu à ce moment-là, sur le quasi-écroulement financier, on était à deux doigts d'un écroulement financier cataclysmique. Et on voit que ça a été empêché. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à sortir des déficits gigantesques avec les 500 milliards de l'époque Sarkozy. On voit que tout ça n'a pas résolu les problèmes, que, en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude d'investir, on n'a pas pris les pertes. Au bout d'un moment, c'est des mauvais investissements, des mauvais choix, vous devez prendre des pertes et puis vous soldez, puis vous avancez, vous reconstruisez. Mais ici, on refuse de prendre des pertes, donc on essaie de trouver... alors si je continue ma métaphore d'entreprise, un couillon qui continue à remettre de l'argent dans votre entreprise pas rentable, et puis vous essayez de tenir le plus longtemps possible, c'est exactement ça qui se passe. Alors là, le couillon, il s'appelle Banque centrale, c'est ce qui a été fait dans un premier temps. Maintenant, il s'appelle prêteurs internationaux, où on fait croire que oui, ça va bien aller. Pourtant, si on regarde depuis 2008, vous avez un endettement qui ne fait que croître, et tout ça avec des conséquences évidemment qui sont de plus en plus lourdes en termes de charge de la dette, de roulement de la dette, et surtout, à un moment donné, alors certes, la dette publique ne se rembourse pas en tant que telle, mais enfin, vous avez quand même une idée, au bout d'un moment, vous êtes quand même censé diminuer votre endettement public. On voit qu'on en est très très loin, que c'est quasiment impossible. On voit que les politiques ne le veulent pas, pour des raisons qu'on pourra développer, et on en est au stade où, personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit même possible, en fait. Comme tout surendettement, il arrive un moment où, quand vous avez dépassé vos limites, si vous essayez de rembourser, de rééquilibrer vos comptes, vous ne pouvez le faire qu'avec des politiques soit austéritaires en termes de dépenses publiques, soit de matraquage fiscal. Je dirais peu importe, il n'y a pas d'aspect moral là-dedans, je parle vraiment en termes de technique financière, quoi. Soit vous augmentez les recettes, soit vous diminuez les dépenses, et dans tous les cas, évidemment, comme vous faites ça sur des montants gigantesques, sur des économies qui sont déjà malingres, eh bien vous ne pouvez que mettre le pays en récession quand vous faites ça. Et si vous mettez le pays en récession, vous diminuez les recettes fiscales, donc vous augmentez les déficits. Donc si ça se trouve, quand vous voulez récupérer 30 milliards de déficit, vous faites des politiques très dures, peut-être vous récupérez 5, voire vous aggravez le déficit. Ce sera des choses qu'on verra, hélas, dans les prochains trimestres, prochaines années. Alors Philippe, j'aimerais qu'on revienne sur les origines du problème. Comment on explique une telle perte de contrôle ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on en arrive à ce point de non-retour ?
Alors, je pense que c'est un problème de capitalisme perverti, de capitalisme de connivence. Et j'ai deux images qui me viennent. Alors, la première, c'est surtout très vrai pour la France. On va dire qu'il y a une sorte de privatisation de l'argent public par ce que j'appellerais les petits marquis de la République. Et il y a une nationalisation des pertes qui est mise à la charge des contribuables. Alors, je m'explique. La France est la championne des petits privilèges qui ne se voient pas beaucoup dans la géographie de la dépense publique ou dans la comptabilité publique. Et c'est Philippe Juvin qui a eu cette image extraordinaire, hein, dire le déficit de la France, oui, il y a des choses qui se voient comme les retraites, la Sécu, mais ce qui coûte très cher, c'est ces centaines de milliers de petites fuites dans le tonneau des Danaïdes. Et qui c'est qui tend son verre devant les petites fuites? Ce sont tous les obligés ou tous les privilégiés du système. Donc quand je parle de la privatisation de l'argent public, ben c'est des liquidités qui tombent dans l'escarcelle des ONG, de commissions d'experts, des fameuses agences d'État. Et puis il y a aussi des fuites beaucoup plus grosses. Quand notre président se déplace à l'étranger, il distribue 500 millions par-ci, 300 millions par-là pour promouvoir l'inclusivité, 1 milliard pour décarboner. Décarboner parfois de l'autre côté de l'hémisphère nord, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication entre les deux hémisphères pour la pollution, hein. Donc on se demande vraiment quelle est la pertinence. Et puis oui, alors il y a les très très grosses fuites, c'est l'argent qu'on donne à l'Europe, les 9-10 milliards hein, qui sont collectés et qui ne nous reviennent pas. Donc 9-10 milliards par an, sur 10 ans, sur 20 ans, ça commence à faire des sommes quand même assez importantes. Il y a d'autres postes de dépenses où le législateur n'a même pas son mot à dire. Hein, le soutien à l'Ukraine, c'est jamais discuté. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va aller ergoter sur des questions de transmission du PER, et si jamais on le fiscalisait, on arriverait à rentrer 50 millions de recettes. Et de l'autre côté, vous avez un dirigeant étranger qui vient à l'Élysée, paf, il repart avec 500 millions, 1 milliard. Donc d'un côté, on va supprimer une niche fiscale qui concerne un nombre assez restreint, mais bon, ça va quand même être de l'argent en moins pour ceux qui utilisaient la niche fiscale. Et de l'autre côté, vous avez des sommes gigantesques qui partent et qui ne sont pas discutées. Donc vous avez en ce moment l'Assemblée qui ergote et qui a déjà déposé 2000 amendements pour aller prendre l'argent dans les poches des uns, les poches des autres. Et on ne s'attaque absolument pas et jamais à tous ces privilèges qui nous coûtent des dizaines, peut-être même des centaines de milliards d'argent public qui tombent dans des poches. Et on ne sait pas ce que ça devient, quel est le profit pour le pays. Les agences, il y en a certaines qui ne publient aucun rapport, aucune préconisation, et quand elles le font, généralement, c'est absolument pas suivi, personne ne les lit. Par contre, ceux qui travaillent dans ces agences, eux, font pas trop d'heures et sont très très bien payés. Et je peux vous dire, j'en connais quelques exemples. Voilà, donc le problème, c'est effectivement le logiciel. C'est un pays aujourd'hui où ceux qui bénéficient des largesses ou des possibilités de capter de l'argent vont jamais s'attaquer, évidemment, à ce problème. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet Cantillon. C'est-à-dire que quand vous êtes proche du pouvoir, proche de l'État, l'argent coule à flot. Et puis à l'échelon macro, je vais laisser la parole à Olivier, quand vous êtes aussi une très très grande entreprise, que vous avez vos camarades de promotion de l'ENA qui sont à Bercy et tout, vous obtenez des dérogations, des allègements d'impôts, des allègements de charges. Donc là aussi, là c'est vraiment ce que j'appelle les grands marquis de la République qui finalement obtiennent des avantages, alors souvent très techniques, dont le grand public ne mesure pas le coût,
Mais on s'aperçoit très très vite, quand on regarde comment les entreprises ont négocié des remises de versements, notamment à la Sécu, c'est des dizaines de milliards. En réalité, la Sécu, elle ne serait pas en déficit si tout l'argent qui est prévu à l'origine, puisqu'on fait le budget tous les ans, il y a même l'Assemblée vote le budget Sécu, et à la sortie, l'argent n'arrive pas. Et à chaque fois, on dit « Ah bah la Sécu, les gens ont trop dépensé ». Non, c'est que les entreprises et les administrations ont négocié de ne pas verser ce qui leur est réclamé. D'ailleurs, personne ne le réclame. Alors Olivier, vous êtes d'accord avec l'idée que ce sont finalement les avantages fiscaux qui sont offerts aux entreprises qui sont en grande partie la raison du problème? Oui, évidemment, c'est un point important dans tout ça. Après, ce qu'il faut, peut-être que je peux essayer de prendre un peu de recul et de faire une analyse macro-macro, je dirais, pour qu'on voit ce qui se passe. Parce que moi, ce qui m'étonne assez, voire ce qui me scandalise, hein, c'est de voir à quel point, aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre le monde si on regarde juste les grands médias, en fait. Parce qu'on est dans une forme d'idéologie permanente qui ne repose même plus sur des faits élémentaires, sur des questions basiques pour tout investisseur ou tout ménage ne sont jamais abordées. Et donc c'est une raison d'ailleurs pour laquelle on a créé Lucide, pour faire aussi de la recherche économique, donner beaucoup d'analyses, beaucoup de graphiques. Toutes les semaines, on donne 20, 30 graphiques pour essayer de comprendre le monde. Si je viens sur l'économie et si je viens sur la situation de la France, on pourrait dire qu'on a plusieurs difficultés principales. La première, c'est qu'on est confronté, et c'est une des raisons de base du problème, à un vieillissement massif des populations depuis évidemment maintenant plusieurs décennies. Plus le temps passe, plus... Alors ça dépend comment on le regarde, hein. Soit ça s'aggrave si je regarde l'aspect financier, soit au contraire c'est vachement bien, on vit de plus en plus vieux. Hein. Évidemment les deux vont ensemble. Et c'est ce qui fait que depuis les années 70 à peu près, on a des augmentations régulières des dépenses de retraite et de santé des retraités évidemment, puisque c'est à cet âge-là qu'on consomme beaucoup. Donc passer d'une espérance de vie de 70 ans à 90 ans, ça a des conséquences évidemment qui sont forcément très lourdes, alors qui sont, je rappelle, plutôt sympas, hein. Mais on ne peut pas dire, tiens, j'ai envie de vivre à 90 ans comme aujourd'hui, mais par contre je voudrais bien payer autant d'impôts dans les 70 quand on mourrait à 70 ans. Bah oui, mais là c'est pas possible quand même. Et donc, on a eu une explosion de ces dépenses, et c'est ça qui explique pourquoi les dépenses publiques ont fortement augmenté partout, dans tous les pays occidentaux, un peu plus en France quand on regarde le public, parce qu'on a décidé de socialiser les dépenses, autrement dit de passer par la sécurité sociale, ou sous forme d'impôt on vous verse des retraites. En Suisse, vous avez beaucoup moins de dépenses publiques, vous avez beaucoup plus de dépenses privées quasi obligatoires, c'est-à-dire que verser de l'argent sous forme d'impôt à la Sécu, vous devez le verser sous forme de cotisation à des assureurs privés. Alors après, on pourrait discuter des avantages, inconvénients des formules, mais soyons honnêtes, il n'y a pas de grosse différence. Quand on est, enfin c'est la différence de deuxième ordre. Au premier ordre, il faut verser des retraites à la population, vous fixez un niveau que vous considérez raisonnable, et puis derrière, vous vous débrouillez à prendre soit des impôts, soit des cotisations pour payer ces retraites. C'est de ça dont on parle. Donc quand vous rajoutez bien ce que j'appelle les cotisations semi-obligatoires aux assureurs privés, vous avez beaucoup moins de différence entre les pays. De toute façon, ce qui compte, ça peut être les impôts, les recettes, c'est les dépenses. Et dans les dépenses, les dépenses de retraite et de santé, c'est pas super différent entre pays. Alors en fait, il y a des petites différences. La différence sera encore là aussi. Est-ce que je veux être bien remboursé au final d'une façon ou d'une autre quand je suis malade, ou est-ce que je prends sur mon épargne quand je suis malade? Mais pareil, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de l'ensemble du pays. Vous voyez, donc le vrai problème, c'est finalement, comme on a des dépenses qui explosent et qui vont encore exploser, on n'en est encore qu'au début, les plus de 80 ans, ça commence à peine à exploser aujourd'hui. Les plus de 80 ans, c'est là où vraiment on va consommer énormément de frais de santé, où il y a de la dépendance, il n'y a pas de place en EHPAD, donc on est confronté là, dans les 10-20 ans qui viennent à des gros problèmes. Alors si je reviens, comment les dirigeants politiques ont réagi à ça? Dans un premier temps, ils ont fait ce qui est logique, vous avez plus de dépenses, ils ont augmenté les impôts, donc pour ça que vos impôts ont monté. Puis est arrivé un tournant des années 2000 où on commençait à dire, là on commence à avoir des prélèvements obligatoires partout qui sont très élevés, et on commence à dire, on va essayer de freiner cette partie-là, donc on a soit dans certains pays comme la Suède, comme les Pays-Bas, donner plus au privé. Donc à ce moment-là, vous regardez des graphiques d'impôts, vous dites tiens, il y a moins d'impôts qu'avant, mais enfin, il y a plus de dépenses privées qu'avant que vous donnez à vos assureurs, donc ça n'a pas changé grand-chose.
Donc cette masse-là, on voit que ça pèse évidemment sur nos économies. Et comme en parallèle de ce mouvement-là, on a des économies qui se sont de plus en plus désindustrialisées, donc vous avez de moins en moins de bases productives, vous avez de plus en plus, je vais être méchant, mais de bullshit jobs, alors vous dites aux emplois du tertiaire, mais ça dépend lesquels. En fait, vous regardez, vous avez certes du PIB, comptablement, l'activité, certes des revenus, mais quand vous regardez vraiment sur une force d'une économie, c'est des économies qui sont de plus en plus faibles et qui pèsent sur des compétitivités après internationales sur cette partie-là. Donc, ce n'est pas juste une histoire de coût, c'est aussi une histoire de capacité, d'entreprise, de produits. Donc là, on en est au stade où les dirigeants ne veulent plus augmenter les cotisations pour faire face aux dépenses. Et c'est pour ça que le système est en train de friter. Parce que bon, il pourrait y avoir un choix de continuer à augmenter les prélèvements obligatoires face aux dépenses. Alors je sais que parfois on est tellement habitué à entendre des propagandes contraires, mais je répète, quand on dit on n'est pas juste en train de transférer de l'argent des actifs aux retraités, on transfère de l'argent, vous en tant qu'actif, à vous en tant que retraité. Donc si je vous dis vous cotisez un peu plus en tant qu'actif, c'est-à-dire que vous aurez un peu plus en tant que retraité. Donc pour vous, c'est un système qui est viable si on augmente les impôts. Finalement, ça Alors peut marcher. oui, mais ça dépend comment on les augmente, parce qu'évidemment aujourd'hui on a beaucoup d'impôts qui reposent directement sur les entreprises, donc on vous dira bon, ça pose des problèmes de compétitivité internationale, alors qui sont aussi très largement exagérés, parce que je rappelle quand même que la plupart des boîtes ne font pas d'export et ne sont pas en compétition directe avec des industriels, il n'y a plus d'industrie, donc déjà bon, on a résolu une partie des problèmes. Les services, ils sont évidemment moins soumis à la compétition internationale. Deuxième point, c'est pas l'histoire de surcoût que vous pouvez mettre sur des cotisations qui va forcément plomber vos tarifs. C'est pas parce que votre produit va être 5% plus cher que vous allez perdre des parts de marché. Aujourd'hui, ça pas parce que personne ne veut des produits français, parce que les gens ils veulent des voitures allemandes, ils veulent pas des voitures françaises. La voiture française, elle peut être 5% moins chère, et ils voudront pas parce que déjà, généralement, il n'y en a pas, et c'est pas ce que veulent les consommateurs internationaux. Ou les machines à outils françaises, vous pouvez les chercher, par problème de prix, c'est un problème, il n'y a pas de capacité productive pour faire ça. Mais quand je dis c'est pas pour payer des impôts, j'aime pas plus que ceux qui nous regardent payer des impôts. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes dans une économie, donc tout ça est recyclé. Quand vous payez un peu plus d'impôts, vous donnez un peu plus d'argent aux retraités qui vont tous aller plus chez Carrefour, qui vont plus aller à la banque, qui vont plus acheter des produits, et donc ils vont faire tourner l'économie. C'est ça qu'il faut bien voir. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je répète, c'est un choix. On peut dire, on préfère payer un peu moins d'impôts quand on est actif, mais donc on aura moins d'argent quand on sera retraité. Mais c'est pas... je vais me débrouiller pour avoir quand même plus d'argent quand je serai retraité, en prenant des assurances privées, en investissant dans l'immobilier. Enfin, vous comprenez, c'est un choix. Si vous dites il y aura moins d'argent quand je serai retraité, vous aurez moins d'argent quand vous serez retraité. Point final, en fait. Si vous dites je vais me débrouiller autrement pour avoir plus d'argent, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à payer plus d'impôts et entretenir votre système. Donc là, vous avez le cœur. C'est ce qu'on a montré dans deux analyses ces 2 dernières semaines sur Elucide. Pourquoi ces dépenses publiques, elles augmentent aussi fortement? Après, vous avez un problème de gestion qui est calamiteuse en France, et beaucoup plus qu'ailleurs, puisque vous avez eu une volonté d'exploser les déficits, surtout sous Macron, je veux dire, là on est arrivé à une gestion complètement délirante de une année, je vous paye le gaz sur fonds publics, l'autre année c'est je vous paye les trous de la Sécu sur dette, sur endettement public, alors que c'est des dépenses tout à fait classiques de fonctionnement et pas d'investissement. Et donc, vous déséquilibrez les comptes, vous augmentez la dette, vous augmentez la charge de la dette, et plus la charge de la dette augmente, évidemment, plus vous avez des difficultés à boucler votre budget. Justement, est-ce qu'on peut faire confiance à l'État pour gérer notre argent correctement? On sait, même depuis bien avant l'an 2000, que la France ne sait plus faire que des déficits depuis le début des années 80. Alors au départ, on arrivait à 20-25% de taux d'endettement. Voilà, on est 100 points plus haut aujourd'hui. Si on compte bien tout, je pense qu'on est au-delà de 118-120% d'endettement. Alors moi, je prends le problème un petit peu à l'envers. Il faut on va dire, prendre le problème par les deux bouts. Donc, on a un vieillissement de la population, soit. Mais le problème là, c'est que l'économie ne génère pas assez de richesses. Je vais vous prendre la Pologne, qui est un pays qui aujourd'hui est en plein boom. Alors elle n'a pas l'euro, donc elle est libre, et donc elle fait de la croissance. Vous avez des pays comme la Norvège aussi, pas l'euro, ils font de la croissance.
Et là, il n'y a aucun problème de retraite, même si pourtant la population vieillit. Et elle vieillit en Pologne. Bon, en ce moment, ils ont beaucoup d'Ukrainiens, etc. Donc on a l'impression que la population a rajeuni, mais en réalité, la population polonaise vieillit comme partout ailleurs en Europe. Ce pays, alors c'est vrai que c'est un contributeur, mais plutôt un contributeur à la croissance européenne, mais il bénéficie également encore des transferts de fonds européens. Donc il y a deux choses. Un, la Pologne crée de la richesse. Deux, elle reçoit également des fonds européens. Nous, la France, c'est exactement l'inverse. On a exporté notre richesse industrielle partout et on est créditeur net sur l'Europe. Enfin, on donne de l'argent à l'Europe. Voilà. Donc, quand on crée de la richesse, on peut concevoir un système de prise en charge des soins, de la dépendance, puis de la retraite au sens large. Et on peut être de plus en plus généreux à mesure qu'on crée de la richesse. Quand on ne crée pas de la richesse, fatalement, comme le dit Olivier, il faut s'attendre à recevoir moins. Alors moi, j'ai pas mal voyagé dans des pays asiatiques où les retraites, ça n'existe quasiment pas, comme la Chine, par exemple, le Vietnam. J'étais au Japon, j'ai vu ce que c'est que la vie des retraités japonais qui ont plus de 80 ans. Ils sont très, très nombreux. Ils vivent très chichement. Là, il faut le dire, très chichement. Mais ils vivent beaucoup plus sainement que nous en Europe. Il y a aussi ça, cet aspect, c'est qu'il y a beaucoup moins de diabète au Japon qu'en Europe et aux États-Unis. Et le diabète coûte des fortunes, mais des fortunes aux organismes de santé publique. Donc, un pays comme le Japon, ça vit plus sainement, donc à la retraite, on a moins de frais médicaux. En Chine, il n'y avait pas de système de retraite ou quasiment embryonnaire. Qu'est-ce que font les Chinois ? Ils sont un peu comme les Français. Les Français sont très attachés à l'immobilier. Le Chinois, dès qu'il a quelque argent de côté, il va investir dans l'immobilier. Et puis à chaque anniversaire, à chaque fête, à chaque mariage, ça va être de l'or, des liquidités, de l'or. Les Chinois sont assez proches finalement des Français. Et quand on dit que les Français, ils ne pensent pas à leur retraite, ils font complètement confiance à l'État pourquoi est-ce que le Français est le principal investisseur dans l'immobilier ? Notre culture, c'est pas effectivement de se constituer une épargne retraite de type 401K comme aux États-Unis, c'est-à-dire une épargne en action, auquel l'entreprise peut d'ailleurs abonder, ça peut être du 50-50. Non, en France, on a bien conscience depuis très très longtemps que les retraites, ça sera probablement pas ça. Pourquoi ? Non pas parce que notre système de retraite est mauvais par essence, il ne l'est pas, il est compliqué. Quand la pyramide des âges fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et moins de contributeurs, mais si ceux qui rentrent sur le marché du travail créent énormément de richesses, par exemple, vous prenez les jeunes spécialistes de l'IA, vous avez vu qu'il y a des propositions d'embauche chez Facebook à 100 millions de dollars. 230 millions de dollars, des spécialistes de la cybersécurité qui sont embauchés à 100 millions de dollars. Là, c'est le salaire par an. Si on était capable de créer de la richesse comme ça, les retraites ne poseraient plus aucun problème. Imaginez qu'on ait en France 10 000 personnes qui gagnent entre 10 et 100 millions et qui contribuent au système général, on n'aurait plus de soucis. Voilà. Donc, il y a d'un côté, effectivement, le vieillissement, mais le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on recrée de la richesse. Et c'est ce que la Chine a très bien fait. Comment ça se fait que d'un seul coup, on a sorti 500 millions de personnes de ce qu'on appellerait de la semi-pauvreté ou du sous-développement ? C'est bien parce que le système est vertueux et orienté vers la création de richesse. Nous, on est orienté vers la redistribution. On est dans une logique redistributive. Et ça, depuis maintenant plus de 40 ans, 45 ans qu'on est là-dedans et qu'on n'en sort pas. Et que plus ça va, plus ceux qui organisent la redistribution sont issus, on va dire, d'un fonctionnariat ou d'un système de gens dont la politique est le métier et qui n'ont jamais mis les pieds dans le privé.
Et là encore, très révélateur, c'est un sénateur qui l'a dit, 95% des élus n'ont jamais été chefs d'entreprise. Aujourd'hui, il y a pratiquement la moitié des élus qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Il y en a dont le métier est réellement de faire de la politique depuis leur sortie de l'université, de Sciences Po, etc. Comment voulez-vous qu'un pays soit bien géré si ceux qui décident des lois ne connaissent pas l'entreprise, ne savent pas ce que c'est que de gérer une entreprise avec toutes les difficultés que l'État lui met sur le dos? Notre problème, c'est aussi un problème de reconnexion au réel. Et la reconnexion au réel, moi, je dis qu'elle commence par dire, avant de redistribuer, il faut créer de la richesse. Je ne suis pas le seul à le dire, mais quand on voit les 2000 amendements déposés, vous ne voyez pas quelqu'un qui dit et si on faisait ça pour recréer de la richesse? Et si on faisait ça pour redonner de l'oxygène aux entreprises? Voilà où on en est. Donc on est face à un cercle vicieux parce que finalement, on sait qu'il faudrait que les entreprises, elles produisent plus et qu'il y ait plus de recettes, mais d'un côté, elles font aussi face à un alourdissement de la fiscalité qui font qu'elles sont dans l'incapacité totale de pouvoir innover et investir. Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en France, on cumule les échecs et au lieu d'en tirer des leçons, on continue. Parce qu'un des problèmes supplémentaires qu'on a dans ces histoires, dans les déficits de la Sécu n'a pas des gros déficits, en fait, c'est l'État qui a des gros déficits. C'est là que viennent les problèmes. Et en plus, l'État, on ne le voit pas trop, mais est de plus en plus dans des logiques redistributives et non plus dans des logiques ne serait-ce que d'administration. Et c'est une des conséquences assez fortes de l'euro, qui a été prise en toute connaissance de cause par Macron et par Hollande, de dire on reste dans l'euro, donc ça pénalise nos entreprises, puisqu'évidemment vous avez une monnaie qui n'est pas adaptée à votre économie, donc c'est pas bon. Vous avez la même monnaie que l'Allemagne, donc ça vous crée effectivement une concurrence tout à fait déloyale vis-à-vis de l'Allemagne. Pourquoi exactement? Quand De Gaulle a créé le nouveau franc en 1959, grosso modo, un nouveau franc, ça valait un mark. Pour ceux qui sont un petit peu âgés, se rappellent que au milieu des années 80, fin des années 90, le rapport était de 1 à 3. Donc, comme quoi, ça diverge quand même pas mal. Alors, certes, c'était aussi en partie lié par la forte inflation des années 80, mais de toute façon, il y a une économie allemande qui ne fonctionne pas comme l'économie française. C'est une grosse coupe. Donc, ça veut dire que normalement, vous devriez avoir un franc qui se déprécie au fil du temps et un mark qui s'apprécie au fil du temps. C'est ça qui se fait toujours passer, ça se passe comme ça, c'est des équilibres économiques de base. Et comme vous avez créé l'euro, en fait, il ne se passe plus ça. Vous avez la même monnaie entre la France et l'Allemagne. Donc, autrement dit, alors que les produits français à l'international devraient être, pas moins 20% moins chers que les produits allemands, par l'effet monétaire, c'est le même prix. Donc il y a un problème pour nos entreprises. Donc les entreprises vont dire oui, mais je ne suis pas compétitive, je vais essayer de payer moins les gens. Mais peut-être que tu commençais par avoir une monnaie qui était adaptée et qui rééquilibrait naturellement ton économie, parce que ça c'est un avantage assez incroyable des monnaies, c'est que ça rééquilibre déjà naturellement les économies. Alors ça ne se fait pas sans mal, hein, évidemment. Quand le franc il se déprécie, c'est plus cher pour importer, mais par contre ça vous aide à exporter. Mais on a perdu ce truc-là. Bon, est-ce qu'il y a la moindre réflexion? Non, il n'y a pas de réflexion. D'ailleurs, Jacques Sapir, qui avait rencontré Hollande et Macron en 2016 ou 2016 raconte bien ça, c'est qu'il leur a montré, ils étaient en toute connaissance de cause, ils ont très bien compris que pour garder l'euro, il allait falloir subventionner les entreprises, sinon elles allaient toutes crever en fait. Donc autrement dit, on prend une décision idéologique qui n'a aucun avantage, qui est d'avoir une monnaie qui n'est pas adaptée à son économie, ce qui fait quand même rigoler hors de l'Union européenne à peu près tous les économistes un peu sérieux en disant mais pourquoi vous n'avez pas une monnaie adaptée à votre économie? Bon, on n'en parle pas, débat interdit, machin, il n'y a même plus un parti politique qui met ça à l'ordre du jour, on pourra en reparler. Après, on laisse ces entreprises se débrouiller toutes seules, et puis évidemment, les entreprises elles font ce qu'elles peuvent, et elles vont essayer de gratter sur des investissements, sur de la masse salariale, en plus avec des surpressions actionnariales pour sortir des rendements, en tout cas pour les plus grosses, qui sont complètement démesurés et pas adaptés à une économie aussi peu productive que la nôtre. Donc on voit qu'on a des choix idéologiques qui sont mauvais, et que ce que donc ont fait les gouvernements, c'est que pour subventionner les entreprises, pour qu'elles ne crèvent pas, on a fait de la dette.
Et évidemment, on a donné moins d'argent au cœur du métier de l'État, qui est d'essayer d'avoir une école qui marche, une police qui marche, des hôpitaux qui marchent. Vous avez remarqué que ça marche de moins en moins. Donc si vous dites, mais comment ça se fait que les dépenses publiques, elles n'arrêtent pas d'augmenter, mais mes services publics, ils se dégradent? C'est normal, parce que d'un côté, ça va au vieillissement, mais ça encore, ça s'équilibre. Par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est qu'on prend de l'argent pour donner aux entreprises, pour les aider, donc il ne reste plus rien pour les fonctionnements basiques de l'État, qui vont créer d'énormes problèmes de compétitivité dans 10 ans, dans 20 ans, parce que quand vous avez une population qui est beaucoup moins éduquée, qui est beaucoup moins formée, vous n'allez pas être très compétitif à l'avenir. Donc ça, je trouve, c'est un exemple qui est très clair c'est ça, enfin, des difficultés, de l'incapacité de gestion, parce que si encore, ce que tu disais Philippe, on avait des gens qui faisaient de la politique, bon, c'est pas non plus honteux de faire de la politique, hein, mais encore, il faut faire de la politique. Là, ils ne font pas de la politique, ils font du poujadisme, en fait, c'est plus pareil. C'est vraiment, on est au degré zéro, on ne cherche même plus à résoudre le moindre problème. C'est comment je fais un tweet dans 1 heure qui me fait passer pour quelqu'un qui fait quelque chose, sachant que j'aurais rien fait. Et puis, il faut recommencer ça tous les jours, et puis vous savez ce qui se passe. Donc, vous n'avez même plus de politique, la politique est morte. Et vous avez une espèce de ce que les gens se savent très bien, pourquoi il y a 70% des gens qui s'abstiennent maintenant. Ils ont bien compris que voter, ça sert plus à grand-chose. En tout cas, ce n'est pas comme ça que vous allez changer le pays avec la classe politique actuelle. Est-ce qu'on a une personnalité politique ou un parti qui aujourd'hui comprend les enjeux actuels et a des solutions à proposer qui sont viables? Alors je vais faire une réponse, pas une réponse de Normand, mais vous allez comprendre que là encore, il faut aborder la question par l'extérieur. Dans tous les pays, dans tous les partis, il y a des gens qui comprennent. Malheureusement, ils sont noyés au milieu de gens qui ne comprennent pas, qui font semblant de ne pas comprendre, ou qui ont comme priorité, évidemment, de conserver leur siège. Donc, s'ils veulent conserver leur siège, il ne faut pas qu'ils disent des choses qui fâchent leurs électeurs. Donc, dans tous les partis, il y en a qui comprennent. Mais la logique de la politique, c'est d'abord de rester assis dans son fauteuil de petit marquis de la République. C'est ce que je décris, hein, c'est-à-dire que vous avez plein de privilèges et vous ne voulez pas les abandonner. Et en plus de ça, aujourd'hui, quand vous êtes député ou sénateur, par rapport au pouvoir que vous aviez réellement au sein de la République avant l'an 2000, avant qu'on abandonne notre souveraineté monétaire, aujourd'hui, un député ou un sénateur, c'est jamais qu'un fondé de pouvoir des commissions bruxelloises. Vous êtes là pour faire passer, en quelque sorte, l'essentiel du corpus législatif qui vient d'hors de nos frontières. Donc, en plus de ça, si vous avez compris comment ça fonctionne, de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre parce que ça vient de Bruxelles, déjà, toutes les normes. Le déluge de la prolifération des normes, tout ça vient de Bruxelles. Ça alourdit considérablement le coût de tout. Prenez le coût de la construction. Alors oui, il y a la vague d'inflation 2021-2022. Mais en réalité, l'empilement des normes aurait abouti à une hausse d'au moins 15% du coût de la construction. On est à maintenant plus 25 en l'espace de 4 ans. Mais le côté normatif est colossal. Le côté normatif, c'est aussi les fameuses catégories A, A, G, et on décide un peu au doigt mouillé que tel et tel type de logement et catégorie F ou G ne peut plus être loué. Celui qui détient ce bien, souvent, n'a pas les moyens de le mettre aux normes. Vous avez donc des logements qui disparaissent du parc, ce qui fait exploser le prix et les loyers de ceux qui restent habitables. Enfin, tout est comme ça. C'est-à-dire que, en plus du vieillissement, en plus de l'exportation de notre capacité à créer de la richesse en envoyant notre industrie partout dans le monde, sauf chez nous, si en plus de ça, vous alourdissez tout ça par des normes et qu'en plus de ça, il faut embaucher non pas des milliers ni des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers de fonctionnaires pour contrôler l'application des normes. Et alors aux entreprises, c'est pareil, normes de sécurité, normes de chauffage, enfin des pollutions. Enfin, c'est un enfer, véritablement. Et vous avez en face de ça, je vais revenir sur ce que dit Olivier, un Trump qui a tout compris. Il faut que le dollar soit une monnaie qui soit compétitive. Donc Trump, il arrive, il dit, le dollar, faut qu'il perde 15%. Les Chinois ont dit,
Très bien, on a bien entendu. Notre yuan, il est arrimé au dollar. Boum, le dollar il perd 15%, le yuan il perd 15%. On perd rien en compétitivité. Arrive Sanae Takaichi, nouvelle première ministre au Japon. Alors elle voit que le pays était en train de connaître d'abord, de l'inflation, de la récession. Donc elle a dit, entre deux mots, je ne peux pas supprimer l'inflation, mais la récession, on y peut quelque chose. Boum, Abenomics, qu'est-ce que ça veut dire? Augmentation de la dépense publique, reprise de la pression monétaire, c'est-à-dire, boum, le yen va perdre 15%. C'est le but. Et baisse des impôts. Donc, en fait, qu'est-ce que font tous les pays qui, aujourd'hui, sont sur une trajectoire de croissance, sur une trajectoire de création de richesse? Eh bien, désolé, je cite Trump, et pourtant je n'aime pas le personnage, et pour des tas de raisons, c'est pas mon modèle. Mais économiquement, il a raison. Sur la monnaie, le dollar doit baisser pour être compétitif. 2, il nous faut de l'énergie pas chère pour, là aussi, augmenter notre compétitivité, attirer des entreprises, etc. Donc, baisse du coût de l'énergie. Donc, on va forer, on va extraire du gaz, on va mettre des petits réacteurs nucléaires. Tout ce qu'il faut pour faire tourner l'économie. Nous, en Europe, l'énergie, elle a explosé de 40% en 4 ans. En France, incroyable, on produit l'énergie la moins chère avec le mix nucléaire, hydroélectricité. On se retrouve avec une des électricités les plus chères du monde. On devrait avoir la moins chère. Ça énervait les Allemands. Du coup, on leur a accordé de modifier notre façon de tarifer l'électricité. Et aujourd'hui, on a un coût de l'énergie mais prohibitif. Les gens ne peuvent plus se chauffer. D'ailleurs, on va leur faire un chèque. D'ailleurs, on va leur faire un chèque pour qu'ils puissent quand même se chauffer à 19 et encore pas dans toutes les pièces. Donc, énergie pas chère. Les États-Unis, ils ont compris. La Chine a parfaitement compris. Elle importe du gaz russe massivement. Énergie pas chère. Là, il va y avoir un nouveau super gazoduc qui va traverser la Mongolie, qui va doubler la capacité d'exportation de gaz russe vers la Chine. Mais on va sanctionner la Chine quand même. L'UE va sanctionner la Chine pour ça. Exactement. Et donc le Japon, à son tour, dit voilà, il faut que la monnaie soit compétitive. Nous, on est à l'envers absolument de tout. Voilà. Donc moi, j'aime pas Trump, mais il a raison sur le dollar, il a raison sur l'énergie, il a raison sur la réindustrialisation. Et il a raison aussi, bien sûr, même si ça fait hurler les écolos, sur le fait que oui, il faut quand même construire des réacteurs nucléaires parce qu'il va y avoir une demande d'énergie de part des data centers. Et c'est pas avec des éoliennes qu'on va alimenter les data centers qui tournent H24, parce que les éoliennes, elles tournent pas H24. Et pas tous les jours. Et pourquoi on a autant de mal à s'affirmer au sein de l'Union européenne? Pourquoi la France est aussi faible, finalement, d'un point de vue vraiment politique? Mais tous les dirigeants sont faibles. C'est une bonne question d'ailleurs. Pas vraiment des réponses parce qu'on est sur une forme de psychiatrie collective en fait là-dedans qui j'aime bien Emmanuel Todd en effet qui parle beaucoup de cette étonnante incapacité, en tout cas des dirigeants européens à vouloir exister en fait. C'est quelque chose qui se passe dans à peu près tous les grands pays. Si vous regardez sur les 27 pays, et 2-3 dirigeants qui essayent encore un peu d'exister, mais tous les autres, en tout cas des grands pays, sont complètement soumis dans une forme assez étonnante de mauvaise gestion, mais aussi qui est liée à une idéologie européiste de plus en plus violente, malsaine et nationaliste. Un européiste, c'est un nationaliste. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose de dangereux. Alors ça faisait rigoler il y a 20 ans, regardez, c'est des petits cubinistes gentils, ouais, donnons-nous la main, on est tous européens, et puis ça finit par, tiens, on est en train maintenant de foutre 500 milliards dans des dépenses militaires pour essayer de représenter des dangers sur plusieurs de nos voisins. De toute façon, on parle même maintenant des temps de l'OTAN, enfin en tout cas des périmètres de l'OTAN en Asie, donc la Chine, c'est-à-dire que l'Atlantique Nord, il est en train de s'étendre beaucoup. Donc on a un mix qui est assez étonnant.
donc voilà, je n'ai pas la réponse sur le pourquoi. En tout cas, je le constate, et en tout cas, tout le monde le constate. On est devenu un terrain de jeu, de moquerie de l'ensemble des grandes puissances. La stratégie de Lisbonne en 2000, hein, on va faire de l'Union européenne la zone la plus puissante avec la plus grosse croissance du monde dans 20 ans. On est la plus faible. Peut-être que les gens se diraient, mais il y a un problème. Non, non, il n'y a pas de problème, il faut continuer encore pire que ce qu'on a fait. Et donc, on est piétiné par Trump, qui nous fout des droits de douane, et nous on dit merci, on n'en remet pas en échange. On est piétiné par la Chine, on est piétiné par la Russie, on est piétiné par l'Inde maintenant. Et ce que je disais, on est en train de mettre des sanctions à l'Inde et à la Chine parce qu'ils achètent du pétrole russe. Mais vous imaginez 2 secondes ce que ça veut dire en termes de relations internationales. Est-ce qu'on imagine la Chine mettre demain des sanctions aux États-Unis parce qu'ils soutiennent un génocide à Gaza? On a quelque chose qui perd tout lien avec ce qui est censé être le rôle d'un dirigeant, donc essayer de faire en sorte que son pays aille mieux, que sa population aille mieux, dans des espèces de semi-cardinaux d'une idéologie qui est difficilement définissable en fait. Qui ne se soucie absolument plus du bien-être de ses citoyens. Moi, je me rappelle en 2022 d'une interview que j'avais vue hallucinante d'une journaliste, je ne sais plus si c'était CNN ou quoi, enfin, la caricature d'une journaliste américaine qui a interviewé le ministre du pétrole indien. Et la fille dit « Ah, c'est dégueulasse ce qui se passe là en Ukraine, est-ce que vous allez vraiment faire un blocus de la Russie ?» Et on voit l'Indien qui est là, qui la regarde. L'idée n'était même jamais venue en disant mais non, nous on a des obligations. Moi j'ai une obligation envers ma population. Hein. Moi, ce qu'il faut que j'ai de l'énergie pas chère. Point. Le reste. Et ce qui est un exemple de ce qui est censé être un dirigeant, c'est-à-dire qu'un froid, peut-être calculateur, comme disait De Gaulle, un État n'a pas d'amis, hein, avec des intérêts. Normalement c'est ça. Comme ça vous gérez bien un pays. A maintenant une espèce de quelque chose qui ressemble à une espèce de secte, soi-disant des valeurs qu'on n'a pas, parce qu'encore si au moins on avait des valeurs, on les exercerait sur l'ensemble de la planète. Et d'ailleurs, l'ensemble de la planète, diraient les Européens, quand même, c'est des gens, ils ont vraiment des valeurs. Bon, allez demander à un Gazaoui si on a des valeurs, allez demander à un Congolais ou à un Soudanais si on a beaucoup des valeurs, un Libyen, je pense que les Libyens, BHL, tout ça, il a bien vu les valeurs. Et on vous explique maintenant que, hop, non, c'est vrai que se chauffer à 19, c'est pas mal. C'est pas dans toutes les pièces. Hein. Pas dans toutes les pièces. Et le chiffre est sorti, un sondage il y a quelques jours, j'ai plus en tête, je crois, c'est combien, 50 ou 60% des gens qui ont vraiment des difficultés à se chauffer, qui disent voilà, je ne peux pas me chauffer comme je veux, en tout cas c'est trop cher. Alors bon, on peut se dire ok, peut-être pour le climat je veux bien, mais enfin c'est quand même une forme assez particulière de progrès. Le climat se réchauffe, donc on devrait avoir besoin de moins d'énergie l'hiver. Et tu vois, et ils s'en foutent en fait. Et ils s'en foutent. Et là, la grande victoire de l'Union européenne le mois dernier, c'était de dire oh, on va couper tout le gaz russe. Alors, ok, peut-être, on peut dire qu'on ne veut pas aider, moi j'ai pas de souci, mais on est la seule zone au monde qui se dit tiens, ça y est, ma grande victoire, on se prive d'une énergie pas chère. Alors que les Chinois, ils sautent dessus, que les Américains, alors c'est pas la même, je répète, c'est pas pour la Russie, je m'en fous, moi. Si on veut faire des blocus, c'est mieux d'arrêter le gaz d'ailleurs, on voudrait mieux faire d'autres formes d'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est cette forme de victoire de ça y est, on va être encore moins compétitif. Mais c'est des valeurs, hein. Nous, les Glucksmann et compagnie, on se tient la main, on est des belles personnes. Et puis voilà, on voit que l'économie, évidemment, va encore se ratatiner, on voit que les industries ont des grosses difficultés, on voit que les faillites d'entreprises explosent, et les gens n'en ont rien à foutre. Et ils n'en ont rien à foutre parce que s'ils en avaient quelque chose à foutre, et là je rebondis sur ce que tu disais, tu dis, ouais, dans les partis, il y a des gens qui comprennent, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? C'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein. C'est que si vous êtes dans un parti, vous avez compris ce qui se passe, vous n'avez qu'une chose à faire, vous vous barrez en fait. Vous ne restez pas dans un parti politique. Vous êtes dans une entreprise, alors vous ferez des choses plus ou moins intéressantes, mais vous ferez quelque chose. Si vous avez compris le système, vous ne pouvez plus rien faire, puisque, effectivement, comme tu disais, on n'a plus de souveraineté sur les choses les plus importantes. Donc, vous ne pouvez rien faire, par exemple, je ne parle pas tout à l'heure sur l'euro,
Et je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, je n'ai pas la solution clé en main, je vous dis juste que vous avez fait une erreur colossale, mais bon, ça va vous coûter des bras et pour très très longtemps. On ne pourra pas dire, bah, tiens, je décide, est-ce que j'arrête, est-ce que je fais autre chose? Bon, on voit que ce n'est pas possible. Mais si vous prenez, je ne parle même pas, alors ça c'est une décision qui est très impactante, mais même une décision pas très impactante, une décision ne serait-ce que législative, vous allez dire, je ne sais pas, les prix de l'électricité, tiens, il faudrait peut-être quand même qu'on arrête, puis puisqu'on a quand même potentiellement des problèmes, des risques du nucléaire, qu'on ait l'avantage qui était le prix pas cher. Mais maintenant on a le risque du nucléaire et puis on a le prix cher, alors donc c'est pas normal ça. Faut dire qu'on arrête, on peut pas arrêter, c'est des directives européennes. En l'an 2000, on savait très bien que l'enjeu du 21e siècle allait être l'énergie, puisque vous arrivez à la fin des combustibles fossiles. Alors ça, pour le coup, on peut dire, il y en a dit, ouais, ça serait vers 2010, donc vers 2020, 30, 40, 35, mais de toute façon, vous arrivez à un épuisement. Le stock, il est ce qu'il est, et vous arrivez maintenant à gratter le stock. Et qu'est-ce qu'on a fait en France? On avait un truc, ça s'appelait EDF, GDF, et on a tout cassé, on a tout mis. On a mis de la concurrence avec des concurrents qui ne produisaient pas d'électricité, auxquels EDF est censé donner les produits, quel produit mais moins cher pour qu'ils puissent lui faire concurrence, et donc il y ait des profits qui soient juste donnés à des gens sans la moindre raison. Mais enfin, je dirais on est stupide, alors qu'évidemment, le truc, il fallait garder votre champion de l'énergie, du gaz et de l'électricité, pour produire en masse, si vous voulez, j'en sais rien, des éoliennes ou des centrales nucléaires. Mais enfin, vous aviez un outil formidable. En effet, comme tu disais, ça plaisait pas aux Allemands, hein, d'un point de vue de compétitivité. Pas de bol, la France, elle avait un avantage. Quand même, on n'allait pas lui laisser. On n'allait pas lui laisser. Et donc, vous voyez, pourquoi on a détruit ça? Et vous avez fait un bénéfice, vous, quelque part, sur ça? Bon, on pourrait se dire quand même, c'est un échec monstrueux, quand même. C'est-à-dire que même les Anglais, ils ont compris que privatiser le rail, c'était pas une bonne idée. Ils sont en train de revenir, il a fallu 40 ans, j'entends bien. Est-ce qu'à un moment, on va se dire, tiens, ça aurait été bien qu'on fasse un seul champion, en fait, surtout vu qu'on dit, ce sera plus simple, pour avoir plus d'argent pour investir, que la concurrence sur l'énergie, c'est ridicule, parce que vous ne pouvez pas stocker l'électricité, donc vous avez forcément une accumulation de problèmes. Non, qui dit ça? Oui, bon, je sais, j'ai peut-être tort, hein, mais est-ce que quelqu'un en parle, en fait? Non. Est-ce que quelqu'un parle des prix de l'immobilier? On peut plus se loger dans notre pays? Non. Non. Alors, par contre, on va vous parler du tweet de machin d'il y a 3 jours. Alors ça, c'était vachement important. Mais on est sur des problèmes fondamentaux qui devraient faire partie quand même du débat public. Là, on en a parlé de 4-5 déjà depuis le début de cette émission. Est-ce que quelqu'un vous parle de ça? Est-ce que quelqu'un vous parle de c'est quoi le projet de société pour des niveaux de retraite? C'est quoi le projet de société? Qu'est-ce qu'on va faire début de 80 ans s'il n'y a plus d'EHPAD dans 20 ans? Il y a un plan là pour un... Non, on va les mettre dans la rue, je sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'énergie compétitive? Qu'est-ce qu'on fait sur la monnaie? Qu'est-ce qu'on fait sur les équilibres budgétaires? Il faut arrêter d'urgence les déficits. Pas grand-chose, hein. C'est le truc là. Là, qu'est-ce qu'ils ont voté il y a quelques jours? C'est comment je donne encore 100 000 euros à mes enfants sans payer de droits de succession. C'est waouh, super, merci pour le projet, quoi. Alors pour revenir sur le sujet de l'Union européenne, la Commission européenne, elle prépare actuellement un dispositif appelé le 28e régime qui est censé offrir un cadre juridique commun à toutes les entreprises européennes. Qu'est-ce que ça va impliquer à nouveau pour la France, les entreprises françaises? Alors je comprends bien l'esprit, pour une fois on voudrait un peu simplifier, rationaliser, rendre la procédure universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller voir ce qui se passe dans les 28 autres pays pour voir si on peut opérer des rapprochements ou faire des transactions. Mais le problème c'est que si vous unifiez pas la fiscalité derrière, bon, très bien, vous allez peut-être résolu un petit problème, un petit souci de complexité administrative, mais ça ne va pas résoudre du tout le problème de compétitivité. Donc oui, ça va concerner en plus de ça un nombre assez restreint d'entreprises en ce qui concerne la France, parce qu'on a très peu finalement d'entreprises exportatrices. On a, nous, des géants du CAC 40, beaucoup de sous-traitants. On n'est pas comme l'Allemagne où il y a beaucoup de grosses PME qui ont une dimension de commerce international. Donc là encore, je dirais que ça va plutôt avantager les entreprises allemandes que françaises qui ne sont pas vraiment très internationalisées dans leur immense majorité. Et je voulais rebondir sur ce que disait Olivier. Donc on a vu qu'on n'a pas la bonne monnaie, l'euro, d'accord ? On n'a pas l'énergie pas chère qui nous permettrait de nous développer, et on n'a surtout pas la créativité, puisque on voit qu'on n'a pas de GAFAM, on n'était pas dans Internet alors qu'on l'a inventé quelque part avec le Minitel. Hein. On avait les puces, on les a bradées, et aujourd'hui l'entreprise
qui est la plus chèrement valorisée du monde, c'est Nvidia avec ses 5000 milliards. Sa spécialité, c'est fabriquer des GPU, c'est-à-dire des énormes concentrations de puces avec des capacités de calcul extraordinaires. Imaginez que la France ait gardé des puces. Cette technologie, on se la garde, on la développe. Aujourd'hui, Nvidia serait français si on n'avait pas laissé échapper les puces et récupérées par les Américains. Regardez ce qu'ils en ont fait. Nvidia devrait être français. C'est incroyable. Comme on avait le TGV, aujourd'hui tout le monde fabrique des TGV. Voilà, toutes nos technologies qui pendant un temps ont fait la fortune, en tout cas, ont bien servi la France, toutes ces technologies, on les a laissées s'échapper et on n'en a pas inventé de nouvelles. Je sais pas, peut-être que si on a raté Internet et les réseaux sociaux, qu'on n'a pas de Facebook, on n'a aucun comparable, peut-être qu'on aurait pu éventuellement inventer le quantique, ou en tout cas être très très avancé sur le quantique. On n'y est pas. Les Russes y sont, les Américains y sont, les Chinois y sont. Réacteur au thorium, à un moment on était vraiment les leaders au niveau théorique, sur tout ce qui était le nucléaire. On avait le Super Phénix, torpillé évidemment, on s'en souvient tous, par Dominique Voynet. On a eu le projet Astrid, que Macron a enterré et s'est empressé de vendre les brevets à Bill Gates. Voilà. Donc, c'est extraordinaire de se saboter à ce point-là. C'est-à-dire que notre créativité, celle dont on se vantait en l'an 2000. On va être le plus avancé socialement, on va être les plus riches, les plus beaux, et surtout, on sera les leaders mondiaux. Mais de quoi est-on aujourd'hui les leaders mondiaux, à part de la fabrication de nouvelles normes et d'amendes qu'on inflige évidemment aux GAFAM, à nos concurrents, les paquets de sanctions qui s'empilent. On est capable, aujourd'hui en Europe, ce qu'on produit, c'est des normes, des amendes et des sanctions. Mais comment en est-on arrivé là ? Mais il faut changer ce logiciel. Je pense que si on ne prend pas conscience qu'il faut changer le logiciel et que pour restaurer la créativité, il faut que les gens qui ont envie de créer de la richesse se disent il faut que je la fasse. C'est en France qu'il faut que je la fasse, la richesse, parce que si je vais dans les Émirats, à Singapour, je vais être moins bien soigné, le climat il est insupportable, on est bien en France. Mais non, aujourd'hui quand vous avez de la créativité, vous allez filer, même s'il fait 45 degrés, vous allez à Dubaï, vous allez, peu importe, mais pas en France. Donc quand bien même on aura des gens créatifs, de toute façon, ils s'exportent aujourd'hui. Donc il faut revoir totalement le logiciel. Et est-ce qu'on peut encore affirmer notre indépendance, notre souveraineté en restant dans l'Union européenne et en gardant l'euro, ou est-ce qu'il faut justement tout quitter aujourd'hui ? C'est une bonne question, puisqu'on voit qu'on est sans arrêt dans une fuite éperdue vers de plus en plus de n'importe quoi. Parce que vous parliez de ce projet du 28e étage, on a fait un article sur Lucille qui a très bien marché sur ça, puisqu'on a Camille Adam, un spécialiste de ces sujets européens. Puisque pour bien comprendre, il leur vient dans l'idée maintenant de dire que c'est pas assez compliqué, ils veulent créer un espèce de, en tout cas pour des problèmes juridiques, ce qu'ils appellent un peu le 28e État, comme si on créait, disons, un État de plus, le Bruxellistan, et puis ils sont en train de dire cet État fictif, il a des normes, une entreprise par exemple, il y a le droit des entreprises, ce serait ça au Bruxellistan, et puis quand vous serez en France, vous pourrez dire de votre entreprise, non, finalement, le droit français, j'aime pas, je prends le droit du Bruxellistan. C'est ça l'idée. C'est un projet qui suscite beaucoup de débats, il y a une très forte pression patronale là-dedans, surtout. Ils disent, oui, pour le moment, il n'y aura pas trop de droit fiscal et social là-dedans, il faudra voir, on ne sait pas trop. Alors qu'évidemment, tout le patronat pousse à, ce serait bien qu'il y ait des impôts moins chers au Bruxellistan, en fait, puisque c'est un État où je pourrais me rattacher effectivement. Enfin, vous voyez quand même le degré de folie furieuse dans lequel on va. Donc c'est sûr qu'on est pris dans des parce que c'est une des raisons principales, si c'est pas la raison principale des problèmes du pays, puisque vous ne gérez plus vos fondamentaux économiques, politiques, budgétaires comme vous l'entendez. Donc forcément votre économie elle peut pas bien aller. C'est sûr que
Alors Trump, avec ses défauts ou ses qualités pour certains, il décide de faire quelque chose, il fait quelque chose. Alors c'est bien, c'est pas bien, mais il le fait en fait. Nous, on ne peut pas le faire en fait. Même si on voulait, on n'avait pas les possibilités. Alors après, j'ai pas de solution clé en main pour en sortir. Si vous voulez, moi je pense que ce qui se passera, c'est surtout ce projet fou de l'Union européenne qui finira par sortir des pays en fait. Ça va pas durer très longtemps. On voit qu'il est en train d'atteindre des problèmes qui sont de plus en plus insolubles, de se fâcher avec l'ensemble du monde. Et quand, à force d'avoir sanctionné, comme tu le dis, à peu près tout le monde, quand c'est le monde qui va nous sanctionner, on va vite voir ce qui se passe. Et on va vite capituler en race campagne, comme on le fait d'ailleurs, hélas, régulièrement depuis plusieurs siècles. Donc ce qui restera à inventer, c'est une solution intéressante de coopération dans l'Union européenne. Il faut tout sortir, il faut tout quitter. Oui, en théorie, bien sûr que c'est ce qu'il faudrait faire. En pratique, il risque plus d'y avoir une grave crise économique qui déclenchera un vrai écroulement de l'euro, parce que l'Allemand ou le Français finira par dire non, moi je m'en vais, c'est plus possible, ça me coûte trop cher de ce truc-là, j'ai besoin d'une monnaie, j'ai besoin d'imprimer de l'argent pour faire face à une attaque massive contre mon pays. C'est comme ça que ça risque de finir. C'est pas par une décision politique vraiment décidée, mûrie. Tiens, si je quittais l'euro, tiens, si je quittais l'Union européenne. Mais on voit que le format qui marche sans doute plutôt bien, c'est une espèce de traité de Rome, sans aucune supranationalité, où vous faites des règles de ce qui était au début une communauté économique, parce que l'économie a besoin sur ce territoire, vu comment il est fait, de coopération assez large, mais surtout on ne va pas toucher des problèmes politiques, géopolitiques, machin, vous laissez bien ça aux États, on voit très bien que ça ne marche pas, c'est de pire en pire, en plus c'est en train de nous entraîner dans un conflit, de plus en plus probablement. Donc c'est comme ça, moi je pense que ça finira. D'ailleurs c'est exactement ce qu'a fait l'Angleterre, parce qu'on dit l'Angleterre elle est sortie, oui, l'Angleterre est partie de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a fait dès qu'elle est sortie? Elle a renégocié un traité avec l'Union européenne qui ressemble vachement à un traité de Rome, donc les Anglais ils ont dit oui, on continue à faire des coopérations économiques. Alors, évidemment, il y avait une volonté de l'Union européenne de sanctionner l'Angleterre, donc on ne lui a pas fait des conditions forcément les plus favorables en termes de coopération économique comme on aurait pu le faire. Mais je me rappelle de Barnier qui disait, j'avais adoré cette phrase, quand même l'Angleterre, qui négociait avec l'Angleterre pour le Brexit, et dire l'Angleterre là quand même, non, on va pas leur faire un truc où en gros ils auraient le meilleur sans avoir je sais plus qu'ils aient le pire ou les problèmes quoi. Et donc, quand on écoutait sa phrase, on dit, ah oui, donc il existe. Il reconnaît qu'il y a des problèmes. Il existe. Non, ok, mais donc il existe une voie où on pourrait faire un truc où ils auraient que les avantages et les inconvénients, puisqu'on ne peut pas leur donner ça. Mais donc, ça peut exister. C'est que ça peut mais exister. Donc, exactement. Moi, ça m'intéresse drôlement, ce truc-là. C'est-à-dire un truc où on a la coopération économique et on n'a plus leur projet là, complètement fou de soi-disant État, mais ce n'est même pas une histoire d'État. Le projet, c'est de détruire toute forme démocratique, comme d'ailleurs Pierre Mendès France l'avait très bien dit en 1957 quand il a refusé de signer à l'époque le traité de Rome parce qu'il voyait les graines de ce problème antidémocratique. Et d'ailleurs, tout s'est passé exactement comme il avait vu. Donc on voit qu'on a cette capacité d'avoir des coopérations économiques, des Erasmus, tous les trucs sympas, mais on fait tout. Les BRICS. Les BRICS, c'est la coopération économique en prenant la précaution de surtout ne pas avoir une monnaie unique. Oui, c'est pas de monnaie unique et c'est pas de coopération budgétaire. On fait ce qu'on veut au niveau du budget, on fait ce qu'on veut au niveau de nos lois, on fait ce qu'on veut au niveau de nos décisions principales. On s'arrange juste d'avoir un marché qui marche plutôt bien et éventuellement, oui, en effet, une forme de liberté de circulation des personnes, oui, en tout cas sûrement pas des capitaux, parce que ça, il y a besoin de pouvoir les réguler pour ne pas avoir des attaques de capitaux spéculatifs, mais par contre, en effet, pouvoir avoir des capitaux qui s'investissent assez librement dans la zone. Voilà un schéma qui serait intéressant et qui ne sera jamais discuté nulle part. Alors dans ce contexte, Philippe, qu'est-ce que vous conseillez aux investisseurs qui nous regardent? Est-ce qu'on peut encore investir dans des valeurs tricolores ou est-ce qu'il faut au contraire privilégier des marchés plus dynamiques? Les valeurs tricolores, à partir du moment où elles appartiennent au CAC 40 ou au SBF 120, chaque année, alors je n'ai pas les chiffres précis, mais chaque année, la part du chiffre d'affaires et de la marge faite en France se réduit. Alors, ça peut être quelque chose de très positif. Ça veut dire que le périmètre s'étend à l'hémisphère sud, et puis qu'évidemment la France, en relatif, recule, mais reste dynamique. Non, nous, la part de la France dans les boîtes du CAC 40, c'est parce que la France est en récession, que l'immobilier est dans le coma, que l'industrie s'est totalement exportée à l'étranger.
Aujourd'hui, les boîtes du CAC 40 ou du SBF 120, c'est le monde. Donc quand vous investissez dans ces boîtes-là, vous investissez dans le monde. Pas de souci. Quand vous investissez dans le S&P 500, vous investissez dans le monde. Et pratiquement toutes les boîtes du S&P 500 font du business en France, en Allemagne, ailleurs en Europe. Voilà, j'ai un peu réparti mon risque, où j'ai au contraire augmenté mes chances de capter de la valeur, de la richesse qui vient du monde. D'ailleurs, c'était le préambule de notre entretien. La logique d'une entreprise, c'est de créer de la richesse, d'entretenir de la créativité. Et sans créativité, c'est difficile à un moment de se maintenir par rapport aux concurrents. Donc on est obligé en permanence d'inventer de nouveaux produits, de nouveaux services, etc. Donc la logique de l'État, ça devrait être celle-là. C'est comment je peux produire à moindre coût quelque chose qui rend le vrai service qu'attendent les consommateurs. Et qu'est-ce que je fais pour y parvenir? Il me faut de l'énergie pas chère, il me faut des capitaux abondants, avec pas des taux d'intérêt délirants. Il ne faut pas que l'État obèse du pays dans lequel j'opère me pompe la moitié de la richesse que je crée. Sinon, par rapport à mes concurrents dans le monde qui ont quasiment 0% d'imposition, je ne vais pas tenir, parce qu'on dit oui, on n'a pas la bonne monnaie, mais au niveau fiscalité, pour une PME française, c'est impossible d'acquérir une dimension même européenne ou internationale. Donc, l'investisseur français, s'il n'investit pas dans une petite boîte franco-française qui risque de mettre la clé sous la porte, comme 68 500 vont le faire sur les 12 derniers mois, ça va bien. Et puis comme notre monnaie est dysfonctionnelle, vaut mieux investir dans une monnaie qui va bien. Donc voilà, on en revient toujours au dollar singapourien, au franc suisse, pourquoi pas même le dollar. Alors il faut être plus réactif parce qu'on sait que Trump veut qu'il baisse. Enfin, il y a un moment où on se dit, bon, de temps en temps, le dollar, ça permet quand même d'être présent partout dans le monde. Pourquoi pas? Et puis, bien sûr, la seule monnaie qu'on ne peut pas imprimer à volonté, et surtout quand c'est pour pas créer de richesse, parce que les États-Unis, ils s'endettent à mort. Nous, on est à 3 450 milliards. Eux, ils en sont maintenant. On a passé la barre des 38 000 milliards. Donc, c'est une échelle de 1 à 10 pour l'endettement, et ils sont juste 6 fois plus nombreux que nous. Donc, on voit que l'endettement n'a pas la même vocation aux États-Unis qu'en Europe. Donc, le dollar, même s'il est très endetté, il y a une question derrière de logique de dynamique. L'euro, c'est exactement l'inverse. Donc, moi, je sors effectivement de l'euro et je vais sur l'or parce que c'est une valeur qu'on ne peut pas imprimer, ou pourquoi pas l'argent parce que ça a des applications industrielles. Et aujourd'hui, c'est un secret pour personne, on va quand même continuer de développer le photovoltaïque, même si ce n'est pas très écolo, même si ce n'est pas d'une efficacité folle, même si ça n'a aucun sens dans des pays d'Europe situés au nord où il n'y a pas de soleil l'hiver, quand on a besoin d'énergie. On en a besoin pour les connecteurs informatiques. Donc voilà, l'argent, ça va le faire. Et je dirais que l'étape suivante, ça va être le cuivre. Parce que là, avec les data centers aux États-Unis, ils en ont déjà 10 fois plus que l'Europe. Et ils vont encore en mettre 4 ou 5 fois plus d'ici 2030. Donc là, il va falloir des quantités de cuivre, des kilotonnes de cuivre pour relier les data centers aux nouveaux centres de production d'énergie qui pourront être peut-être des mini-réacteurs nucléaires, voire peut-être de nouveaux barrages, voire des centrales au gaz, parce qu'aux États-Unis, ils ne vont pas se gêner pour faire des centrales au gaz qui alimenteront des data centers. Il va falloir refaire tout le réseau électrique aux États-Unis qui est complètement obsolète, là encore, des kilotonnes de cuivre. Voilà, donc aujourd'hui, j'investirais dans du concret, donc matières premières, énergie, et puis
Oui, des boîtes du CAC, du SBF 120, du S&P 500, parce que leur horizon, c'est le monde. C'est pas notre petite France qui se regarde le nombril et où c'est le concours l'épine permanent de savoir comment on va pouvoir piquer de l'argent aux uns pour le donner aux autres. Et est-ce que l'immobilier représente toujours un bon investissement aujourd'hui ou est-ce que c'est un secteur qui est en crise et qu'il faut donc éviter Ça, c'est sûr que c'est un secteur qui est en crise. Après, qu'est-ce que ça deviendra à l'avenir? C'est une des questions majeures. On sait que ça ne va pas augmenter. Il y a des raisons, je dirais presque physiques, qui font que les prix, il ne faut pas s'attendre à faire des plus-values à l'avenir. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir des fortes moins-values ou pas? Sachant que sur des tendances historiques longues, on est à peu près au double des prix habituels. Alors, est-ce que ça restera à ce niveau-là? Autrement dit, on va passer notre vie à essayer en tout cas, à s'endetter et à rembourser des crédits pour avoir un logement à 60 ans. Ou est-ce que ça reviendra 2 fois moins cher pour que, comme avant, en 45 ans, on ait pu acheter sa résidence principale et qu'on ait assez d'argent, soit pour consommer, soit pour mettre de l'argent en cash de côté. Ça, ce sera des sujets. Après, plus largement, pour l'aspect investissement, on est probablement en train de construire les racines d'un tournant historique majeur, comme on en a tous les 50, 60, 80 ans. Puisqu'on voit que c'est la périodicité à laquelle il y a des crises majeures inflationnistes ou de guerre ou en tout cas de changement brutal. Alors ça, c'est la difficulté qu'on a, parce que quand ça fait, comme aujourd'hui surtout, ça fait très longtemps, en fait, dans 80 ans, à la rigueur, on a un système qui, certes, avec des contre-coups, des petites crises, mais se comporte, entre guillemets, plutôt bien sans crise majeure. Comment on fait pour anticiper la prochaine crise majeure? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Il me semble assez évident qu'on y va pour plein de raisons. Et donc c'est le genre de choses qui finit par surprendre, voire habituellement ruiner une bonne partie des investisseurs. Pourquoi on en est là? On l'a dit rapidement tout à l'heure, mais ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on crée du PIB fictif par du déficit. Donc, autrement dit, on distribue plus de revenus que ce que l'économie a produit. Pour essayer de s'acheter soit une paix sociale, soit pour compenser l'euro, comme on l'a dit, soit pour d'autres raisons politiques, pas assez projettistes, mais en tout cas, peu importe, la réalité est que forcément, de toute façon, si il y a 3500 milliards de dettes, il y a 3500 milliards d'activités qui a été créées fictivement et qu'il va falloir, entre guillemets, rembourser au sens de va falloir équilibrer les comptes. Alors, généralement, ça ne se rembourse pas en levant 3500 milliards d'impôts. Ça se rembourse par soit une crise inflationniste majeure qui fait qu'on vous rembourse bien votre assurance vie, mais c'est dommage, quand vous avez mis l'argent, c'était le prix d'une maison, aujourd'hui c'est le prix d'une voiture en fait, même si facialement c'est la même somme parce qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Ou parce que vous avez des défauts partiels, ce qui peut aussi arriver dans cette situation-là d'État surendetté. En tout cas, on va rentrer dans une phase de répression financière, puisque les comptes ne vont plus pouvoir tenir. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas le Japon. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer. On voit qu'il y a maintenant des nouvelles idées de taxation très faibles du capital, bien insuffisantes par rapport au danger. Donc, quand on voit ce tournant qui va se passer dans les 10 ans à venir, je pense à peu près, si j'ai envie de donner des dates, mais en tout cas, je serais très surpris que dans 10 ans, il n'y ait pas eu une crise majeure. Que fait l'investisseur? Ce qu'on peut lui dire, c'est que dans ce contexte, il faut qu'il diversifie au maximum, qu'il soit conscient des risques. Après, moi, je ne vais pas donner de conseils, parce que les conseillers ne sont jamais les payeurs, j'aime pas faire ça, mais on peut lui dire attention, quoi. Quand on vous dit votre assurance vie en fonds euros, elle est garantie, il n'y a pas d'argent pour le garantir. Et faites attention, c'est la dette publique. Donc si vous rentrez dans des phases de défaut, évidemment, vous risquez de voir une partie de votre assurance vie vaporiser. Ce que je dis n'est pas un fantasme, c'est exactement ce qui est arrivé en partie à Chypre, où je rappelle que dans cet état quand même de l'Union européenne, il y a des gens, quand ils avaient sur le compte en banque 300 000 euros, un jour on leur a dit il n'y a plus que 100 000. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est évidemment ce qui pourrait se passer. C'était les Russes. Et encore, ça a fini par pas trop mal se passer parce que c'était un petit pays que l'Union européenne l'a aidé. Mais évidemment, quand ça va toucher un des grands pays, la France, l'Italie, évidemment, il n'y aura personne pour aider. C'est beaucoup trop gros comme pays, donc les conséquences seront beaucoup plus dangereuses. Donc voilà, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça me semble un bon conseil.
se méfier de l'assurance vie. Alors certes, il y a certains avantages fiscaux, suivant l'âge des investisseurs, mais qui a un risque qui me semble démesuré par rapport à la faible rentabilité qu'elle a aujourd'hui. Alors je sais que c'est une minorité, mais il y a des jeunes quand même qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un message porteur d'espoir à leur faire passer pour ceux qui voudraient rester en France, se construire une vie solide et se bâtir un patrimoine tout en restant ici? Mon Dieu, quelle question. Moi j'ai un fils, il vient de terminer ses études. Tous les gens de sa promotion sont à l'étranger. Pratiquement tous. Et ceux qui ne sont pas à l'étranger sont dans des multinationales, donc qui sont, on va dire, immunisés contre la problématique franco-française. Mais si un jeune tente de monter une petite boîte avec quelques salariés, c'est extrêmement difficile. Enfin, sans parler de la frilosité des banques. C'est-à-dire que si papa n'est pas là pour mettre 50, 100 000, voilà, pour que ça se lance, il ne va pas les trouver chez un banquier, hein, c'est sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, les jeunes qui ont vraiment du potentiel, moi je vois dans mon entourage, il y en a énormément aujourd'hui. Enfin, c'est incroyable par rapport à il y a 25 ans, quand on sortait à bac plus 4, bac plus 5, on refusait, si j'ose dire, des offres et on pouvait vraiment choisir. Aujourd'hui, on a encore peut-être le choix, mais quand vous voyez ce qu'on vous propose en France et ce qu'on vous propose ailleurs dans le monde comme salaire et comme avantage, mais le jeune n'y reste pas, hein, c'est une certitude. Sans compter qu'en plus de ça, en France, maintenant, si vous avez le moindre petit pépin de santé, vous allez passer 8-10 heures dans un couloir aux urgences, alors que vous êtes dans n'importe quel autre pays, je connais un petit peu, hein, que ce soit Dubaï, Singapour, le Japon, même des pays comme le Vietnam, vous avez un pépin, vous allez être pris en charge, vous n'allez pas passer 8 heures, voire 10 heures avant qu'on vous fasse une radio. Enfin, la France était mais littéralement effondrée. C'est un effondrement incroyable. Il faut aller à l'étranger pour le mesurer. Donc je dirais même un jeune, pour des raisons de santé, je ne resterai pas en France. Parce que si j'ai un pépin, oui, alors si bien sûr je peux aller voir un spécialiste, je peux aller dans une clinique, mais à ce moment-là, ça ne va pas me coûter plus cher si je vais à Dubaï ou ailleurs, quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc les transports ne marchent plus non plus en France. Le nombre de pannes, d'incidents techniques, mécaniques qu'on a sur tout le réseau ferré, ça ne marche plus. Enfin, on est mieux dans pratiquement tous les pays, aussi bien sur des questions de santé, des questions salariales, des questions de possibilité de créer des connexions, etc. Alors bon, peut-être que Dubaï, c'est trop business. Mais en attendant, quand on est jeune et qu'on veut se lancer, le business, ça va, quoi. Même si les autres aspects culturels ne sont pas vraiment au rendez-vous, ça marche, la Californie, ça fonctionne. En France, on essaie de créer quelques pôles, vous voyez, des petites... comment on appelle ça, là, ce que fait Xavier Niel, hein, vous réunissez des petites start-up dans un même lieu, et puis on espère qu'avec les interactions, ça va se développer. Et là, pour l'instant, j'attends toujours la grosse licorne qui va sortir même de ces centres où on essaye de rassembler, de faire fusionner les talents. Les vrais talents, ils sont partis. Hein. Les talents financiers sont partis en Angleterre, maintenant en Irlande, hein, puisque Londres s'est beaucoup délocalisé à Dublin, Zurich, et les talents en ingénierie, même la Chine fait des offres très, très alléchantes pour des jeunes ingénieurs européens, des offres très alléchantes. Et avec, quand vous voyez aujourd'hui ce que c'est qu'une ville chinoise, vous êtes au 22e siècle, sincèrement. Hein. Mais pour ceux qui aiment profondément la France et qui veulent rester, est-ce que vous auriez un message à leur faire passer ? Oui, parce que là, c'est loupé pour motiver les jeunes. Hein. Non, je serais moins pessimiste, moi. La France, ça reste heureusement un beau pays qui a quand même plein d'avantages. Je pense qu'il faut aussi pas être que dans la sinistreuse, même... parce qu'on est... Vous savez que
je ne suis pas persuadé que la France soit dans un état aussi catastrophique par rapport à ses autres voisins. Je pense qu'il y a un problème déjà de l'Union européenne, de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, tu parles des problèmes de train. Bon, il y en a dans le réseau banlieue. J'ai vu il y a 2 jours que l'Allemagne, en Allemagne, il y a plus de la moitié des trains qui sont en retard maintenant. Là, c'est l'Allemagne quand même, hein. On n'est pas vraiment sur le truc de franchouillard. C'était un modèle de ponctualité. Oui, donc, donc ça l'est plus, le réseau ferré anglais aussi. Donc on voit qu'il y a un problème, certes, qui est plutôt européen. On peut s'imaginer que l'herbe est beaucoup plus verte en Allemagne. J'en suis pas persuadé. Après, on peut prendre quelques contre-pieds aussi. En tout cas, je pense que ce serait bien qu'un jeune n'ait pas comme seule ambition d'avoir un patrimoine, quoi. Il peut avoir d'autres ambitions dans la vie, peut-être un peu plus intéressantes. D'autant que dans une ère de répression financière, le patrimoine, il est plus destiné à être vaporisé qu'à autre chose, hein, dans la crise qui viendra. C'est pour ça en particulier que tous les débats sur la retraite par capitalisation, moi ça me fait rigoler, parce que les gens ont tendance à oublier quand même qu'il est impossible de garantir un capital, la valeur d'un capital sur très longue période. Alors certes, on arrive à le faire pendant un certain temps, mais on voit que régulièrement, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, enfin voilà, vous regardez, tous les capitaux ont été vaporisés pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, dans les années 1870, dans les années 1815 et en 1789. Donc vous voyez, les 5 vaporisations du capital en 2 siècles. Donc il faut peut-être avoir, mais je pense que la génération qui est en effet à la vingtaine, alors en effet vous avez une partie qui est très vision école de commerce ou très financier, qui vont dans la city ou des choses comme ça. Très honnêtement, moi un financier qui quitte la France, je pense que c'est plutôt très positif en fait, hein, je m'en plains pas. Alors par contre un ingénieur qui quitte la France, ça c'est plus ennuyeux parce que je pense que l'avenir il est plus là-dedans que aller faire des poutres et des cols. Et en tout cas, qui est peut-être des swaps qui soient peut-être un peu plus porteurs de sens et de vie un peu plus équilibrés. En effet, comme en plus l'entreprise et le capitalisme a détruit le compromis fordiste qui avait certains intérêts dans les années 70-80 où on s'investissait dans une entreprise, mais l'entreprise, elle essayait aussi entre peu les plus grosses de vous protéger, de vous des avantages, de vous garder longtemps, de ne pas vous virer du jour au lendemain à un système où maintenant tout jeune de 20-25 ans a compris qu'en fait c'est une charge salariale, hein, on a compris qu'on est une charge, ça c'est vu, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus rien, il y a une paye de 3000 personnes, on a compris que si ça ne va pas on se barre. Donc effectivement en tout cas les sociologues montrent que les jeunes s'investissent beaucoup moins dans les entreprises et les entreprises s'en plaignent, mais après d'un autre côté oui, mais ça va avec, hein. Quand on respecte bien les gens, effectivement on a des choses en échange, mais si on fait sentir à des gens que c'est des charges, derrière vous avez compris que vous êtes juste le financeur et vous n'aurez rien de plus que pourquoi vous avez payé, hein. Donc oui, il faut peut-être aussi arriver à voir que l'Occident est dans une perte de sens profonde, peut-être aussi par la disparition de projets collectifs, par la disparition du religieux, par la disparition de plein de choses, par l'explosion d'un néolibéralisme qui a transformé les individus en espèces de bonhommes complètement séparés, où c'est métro, boulot, dodo, puissance 10, où il y a très peu de contacts, il y a très peu d'échanges, très peu de discussions. Donc je pense que les sociétés sont encore en train de se chercher. Et aujourd'hui, effectivement, un jeune de 25 ans doit se dire finalement, qu'est-ce que je veux dans la vie en fait? C'est quoi? Je veux un patrimoine. Moi, je voudrais 10 maisons. Ce serait trop cool. Je pourrais les louer, avoir de l'argent comme ça. Je serais le plus riche du cimetière. Où on essaie d'avoir des projets un peu plus porteurs de sens. En tout cas, si c'est avoir 10 maisons, c'est vrai que Dubaï, c'est peut-être bien. Bon, faut aimer les chameaux après, hein, chacun sa vie. Hein, c'est sympa. Après, on peut aimer peut-être la France aussi. Il y a quelques avantages qu'il faut quand même. On est quand même la première destination touristique au monde, donc il doit y avoir des choses pas trop mal chez nous quand même, mais qu'on ne met pas assez en avant et non plus pour ne pas finir dans un optimisme trop béat. Oui, il y a des problèmes, mais les problèmes c'est aussi les comprendre, s'informer, s'investir quand il y aura un système politique qui sera sans doute une composition un peu meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui, où il y aura un peu plus d'espoir. Mais vous savez, quand je dis il va y avoir, j'ai assez peu de doute là-dedans, une crise gigantesque qui va faire passer 1929 pour une vraie rigolade. Après 1929, ça secoue un peu, mais il arrive un moment où vous reconstruisez des choses qui sont beaucoup plus porteurs, je répète, de sens et d'avenir. Hein. Les choses sont cycliques. Imaginez qu'il va y avoir une grosse crise, c'est pas pour dire j'ai peur, c'est pour dire après la crise, généralement, vous avez plein de talents qui émergent et qui se disent oui, il faut quand même arriver à
à réfléchir, à penser le monde, à avoir des investissements dans le politique. C'est ce qu'on avait après la Deuxième Guerre mondiale. On voit qu'un crash, ça crée une génération très intéressante, très motivée, qui prend des bonnes décisions, qui remet le pays sur des rails pour 50 ou 60 ans. Mais là, effectivement, on est en fin de régime et donc on a plutôt du fond de cuve à tous les niveaux, en termes politiques, en termes entrepreneuriaux, qui créent les problèmes qu'on a là. Donc, faut pas, quand on est jeune, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'ils verront un avenir beaucoup plus intéressant. C'est pas pour rien qu'on est dans une époque où, quand on vous dit un philosophe, on pense à Enthoven ou BHL. Hein, c'est pas pour rien qu'on a un néant dans toute une production, je dirais, de vision du monde, philosophique, pratique, même parfois artistique. Mais voilà, c'est cyclique. Il y a des périodes qui sont très riches, des périodes qui sont très pauvres. On est dans une période pauvre, eh bien, aux plus jeunes d'enrichir le monde dans les décennies qui viennent. Oui, ça, je suis assez optimiste sur ce point-là. Les philosophes que tu viens de citer sont binaires extrêmement accessibles. Plus compliqué de lire Bourdieu, de lire Comte-Sponville, de relire Spinoza, Heidegger. Oui. Il y a un philosophe qui rend tout ça assez accessible qui s'appelle Alexis Haupt, que je vous recommande, qui est aux antipodes évidemment des philosophes médiatiques qui sont en même temps des relais de la CIA. Parce que bon, il faut quand même dire ce qu'ils sont profondément. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que dans 25 ans, personne ne s'intéressera à ces personnes-là, alors qu'en 2025, on parle encore d'Heidegger. Eh bien, je pense qu'en 2100, on parlera des philosophes des années 2030, 2040, 2050 en France qui auront émergé. Parce qu'il y aurait eu un besoin à ce moment-là, parce que les gens auront compris que c'est le moment de réfléchir, c'est un moment de comprendre le monde, et c'est pas juste un moment de se dire, tiens, si je faisais un petit peu de business à Dubaï, quoi. Enfin, c'est ça que je pense. Et ce dont on parle, c'est l'illustration de les temps difficiles créés des hommes capables, voire parfois exceptionnels. Moi, je ne crois pas du tout dans l'homme providentiel, mais je crois dans un système où les gens adhèrent parce qu'ils ont compris que ce système fonctionne. Aujourd'hui, on a quelque chose de complètement dysfonctionnel et dont dépend de ceux qui veulent qu'il perdure. Donc les temps difficiles créent des hommes forts, les périodes trop faciles créent des hommes navets, des hommes déconstruits. Et la société finit par leur ressembler. Ils sont déconstruits, ils ne s'assument pas, ils ne se projettent pas dans l'avenir, ils n'ont plus de créativité. Voilà, on est peut-être aussi le reflet d'une civilisation qui n'a pas su prendre le bon tournant du succès. Et je dirais, ce succès, il a été consacré en 1990 par la chute du mur de Berlin. Le modèle communiste, collectiviste est largement corrompu, parce que c'était ça aussi, l'URSS est morte de la corruption et du mensonge. Donc l'Occident libéral a triomphé, et aujourd'hui on est dans une nomenclatura, ce que je parlais des petits marquis de la République, on est dans la censure de l'information, dans la perte de la liberté d'expression, dans le contrôle. On a vaincu l'URSS, on est en train de devenir l'URSS, avec le même logiciel au Bruxellistan, comme tu l'as dit. Enfin, c'est une belle image dont il faut être conscient. Je pense qu'en effet, le libéralisme maintenant a tellement atteint ses limites qu'il devient une image que j'aime bien, que je prends de temps en temps, qui devient une forme d'URSS sur ces sujets-là. Il n'y a qu'à voir les dirigeants, on ne sait pas. C'était encore plus drôle au moment de Biden, on n'était pas sûr que le dirigeant était encore vivant ou pas, comme au grand temps de 1980. Si vous regardez, vous avez maintenant, pour être expert à la télé, il faut juste être le meilleur communiste, en tout cas le meilleur néolibéral, peu importe, si vous n'avez aucune compétence, si vous rien à faire, il faut que vous teniez un discours, et c'est pour ça que vous serez invité, pas du tout parce que vous avez des connaissances qui éventuellement pourraient contrarier la vision commune actuelle. Vous vivez des moments de pénurie. Quand c'est pas du clamoxyl, c'est de l'aspirine ou je sais pas quoi, des trucs à forte valeur ajoutée. Donc, les hôpitaux, on a l'impression qu'on est en effet. Encore, je suis même pas sûr qu'en URSS, ils n'étaient pas me soigner à l'époque. Je sais pas s'il y avait des queues aussi pour se faire soigner, j'en suis pas persuadé quand même. Si vous regardez un certain nombre et les libertés d'expression, en effet, sont de plus en plus censurées, les réseaux sociaux sont de plus censurés. Dès que vous êtes plus d'accord, le principe de la démocratie, normalement, je dirais peut-être un des plus importants, c'est de respecter l'opposant.
Bah, vous n'êtes pas d'accord. Bah, ok, vas-y, parle. Oh, je suis pas d'accord, je t'explique pourquoi. Mais je te dis pas, ne parle plus. Parce que si tu parles plus, à ce moment-là, tu n'es plus en démocratie. On voit que c'est quelque chose maintenant qui les terrorise, parce qu'en plus, ils ne sont plus capables de tenir un moindre débat, puisque leur système est en décomposition totale. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de pensée vraiment organisée sur ce qui est même le post-néolibéralisme qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est plus rien, c'est du vol, c'est prends l'oseille et tire-toi, en fait, leur système. Le système finit aussi extrêmement corrompu. On parle plus de la corruption, mais il y en a effectivement, ça plus à très haut niveau qu'à très bas niveau, mais le système est extrêmement corrompu. Vous regardez, vous commencez à cocher pas mal de cases d'un type URSS, et finalement, qu'est-ce qui a mis le clou dans le cercueil de l'URSS? Les dépenses militaires. Brutalement, ils se sont mis dans les années 70-80 à mettre 20% du PIB en dépenses militaires. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est en train de faire des dépenses militaires, alors qu'évidemment, je n'entends jamais mettre le moindre argent sur des dépenses diplomatiques pour éviter les conflits. C'est dommage, c'est quelque chose qui peut être rentable. Embaucher 10 villepins, je pense que ça vous résout vraiment plein de problèmes sur la planète sans aller mettre des dizaines de milliards de dépenses militaires supplémentaires. Donc c'est ce moment-là, oui, ce moment URSS qu'on est en train de vivre est assez intéressant, et je pense qu'il faut en être conscient. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour l'entretien qui était particulièrement enrichissant. J'invite tous ceux qui nous regardent à télécharger les rapports des publications Agora qui se trouvent en description de la vidéo, ainsi que le rapport d'Olivier Berruyer sur la crise de l'immobilier. N'hésitez pas à les télécharger, donc le lien se trouve en description de la vidéo. En tout cas, merci à tous les deux à nouveau pour l'entretien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.